Ce soir, nous avons le grand honneur de recevoir Bernard Clavière. Je vais le présenter pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Vous avez déjà vu que son livre, qui a été réédité, est disponible à la vente là-bas, auprès de Anne Beckwell. Donc c'est un livre qui est sorti en 2008, qui parle du jeûne, puisque c'est la spécialité de Bernard Clavière. Je vais vous expliquer pourquoi. Et donc c'est un livre qui était sorti en 2008, qui a été très vite épuisé, victime de son succès, et qui vient d'être réédité. Donc profitez-en. Alors, Bernard Clavière, qui a eu beaucoup de problèmes de santé quand il était jeune, à l'âge de 18 ans, a décidé d'arrêter tout traitement médicaux, de ne plus voir de médecin et de ne plus se soigner que par des moyens de santé naturels, et entre autres le jeûne. Ça fait plus de 35 ans qu'il pratique le jeûne et qu'il fait la promotion des moyens naturels de santé. Il est notamment l'instigateur, je dirais, de ce mouvement qui s'appelle la Croisade pour la santé, qui en fait a eu lieu 2 ans d'affilée, qui était une grande marche de 500 km à travers la France pour faire la promotion du jeûne. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Marcher sans manger, voilà, bien sûr. Marcher sans manger. Donc, il est également le fondateur de l'association Nature et Partage, qui fait justement la promotion des moyens naturels de santé, mais il va vous en parler, j'imagine. Et donc, le titre du livre est très parlant, je trouve, et si on s'arrêtait de manger de temps en temps. Un peu de manger. Pardon, si on s'arrêtait un peu de manger. Un peu de manger. Nuance. Voilà, donc je vous laisse en compagnie de Bernard Clavière. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci Toinon. Eh bien, c'est un grand plaisir que de venir de ma province profonde parler à un public de Parisiens en ce lieu emblématique qu'est le Forum 104. Je suis venu vous raconter une histoire formidable, la mienne. Alors non que je me prenne pour quelqu'un d'exceptionnel, justement, si je suis là ce soir, c'est parce que je suis convaincu que mon histoire peut être la vôtre, la vôtre, la vôtre, la vôtre, celle de énormément de gens. Comme le disait Toinon, alors vous pouvez bien sûr enregistrer, prendre des notes, filmer. Si vous me laissez votre mail à la fin de la conférence, je vous enverrai toute ma conférence en PowerPoint, de jolies diapositives avec toutes les références que je vais mentionner ce soir. Bon, petite parenthèse. J'ai eu la chance de naître malade. Ah, je trouve que si on est riche, beau et en bonne santé, c'est pas comment évoluer. Je veux dire, on n'a pas envie de changer. Vraiment, c'est pas le meilleur moyen d'évoluer. Et avec le recul, aujourd'hui, je me dis, je comprends pourquoi je suis né malade. Parce que lorsque j'avais 18 ans, enfin, je suis né malade, eczéma généralisé, asthme, multi-allergie, allergies multiples, rhumatisme articulaire aigu, rhinopharyngite à répétition, dispensé de sport toute ma vie, impossibilité de respirer par le nez, voilà, un enfant à problème, comme on dit. Lorsque j'ai eu 18 ans, ma mère est arrivée à la maison avec des vieux livres. Elle était brocanteur, elle était antiquaire. Mon grand-père était déjà antiquaire d'ailleurs. Elle m'a dit, tiens, regarde ça, ça pourrait t'intéresser, j'ai trouvé ces vieux livres, ça parle de santé. Alors, il faut bien comprendre qu'à 18 ans, je faisais exactement ce que disaient les médecins, je ne m'intéressais pas spécialement à ma santé, je souffrais, j'en bavais, et je prenais de la cortisone, et je prenais tout ce que les médecins me donnaient. Séjour à la Bourboule, etc., etc., lycée climatique, bon. J'ai lu ces livres, je les ai toujours d'ailleurs, et je me suis dit, bingo, ça a été un flash extraordinaire. Avec l'enthousiasme de mes 18 ans, je me suis dit, j'ai décidé, ça y est, je ne verrai plus jamais un médecin. J'ai découvert, enfin j'ai cru ce que je lisais, que l'on pouvait devenir responsable de sa vie en fait, que l'on pouvait se réapproprier la pleine gestion de notre capital santé. Quelques dizaines d'années plus tard, je n'ai toujours pas revu un médecin, je n'ai jamais remis les pieds dans une pharmacie,
Et c'est cette histoire que je suis venu vous raconter ce soir. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Parce que c'est là qu'il faut en venir. Qu'est-ce que j'ai fait pour arriver à ce résultat qui peut paraître extraordinaire, mais qui, pour moi, ne l'est finalement pas tant. Il suffit de respecter les lois de la vie. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé. Parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Et que si l'on veut obtenir quelque chose que l'on n'a jamais eu, comme la santé, eh bien, il n'y a d'autre moyen que de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. C'est évident. Sauf que, évidemment, changer, c'est la chose la plus difficile au monde. Allez, docteur, je voudrais que vous me... J'ai mal là, s'il vous plaît, donnez-moi quelque chose pour que j'ai plus mal. Oh oui, mais vous comprenez, il faudrait que vous mangiez un petit peu moins de charcuterie. Non, non, docteur, je ne vous demande pas de changer ma vie, je vous demande juste de me soigner. Voilà, et c'est un peu ce à quoi sont confrontés beaucoup de médecins aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu une force qui m'a poussé vers le changement. Alors évidemment, j'ai changé ma façon de manger ou de ne pas manger. J'ai changé ma façon de penser, j'ai changé ma façon de gérer mes émotions, j'ai changé ma façon de me situer dans l'univers et j'ai donné du sens à ma vie. Parce que le but de la vie, ce n'est pas d'être en bonne santé. Le but de la vie, ce n'est pas de devenir vieux. Le but de la vie, ce n'est pas de fonder une famille, de construire une maison, de planter des arbres, d'élever des enfants, d'avoir des animaux. Tout ça, ce sont des activités parfaitement respectables et admirables, qui sont très, très belles, très gratifiantes. Mais ce n'est pas le but de la vie. Ce sont des outils évolutifs. Trouver une carrière, trouver un compagnon, une compagne, voilà. Ce sont des outils évolutifs. Mais alors vous allez me dire, quel est le but de la vie? Ce n'est pas le sujet de notre conférence, ce sera le sujet d'une autre conférence. Mais comme je suis gentil, je vais tout de suite vous donner un élément pour vous faire une idée. J'ai ici un petit livre qui est, je crois, qui pour moi, ça serait les 2 € les mieux dépensés de votre vie. Il coûte 2 €, il est vendu à prix coûtant. Et j'en ai porté quelques-uns pour ceux qui en veulent. Vous le trouvez même gratuitement sur Internet. Les enseignements de la sagesse éternelle. Si l'on ne sait pas d'où on vient, si l'on ne sait pas où on va, pourquoi on vit, pourquoi on meurt, comment peut-on arriver à être heureux si l'on n'a pas commencé à donner un peu de sens à notre vie? Alors évidemment, sur le diaporama que je vous enverrai, il y a toutes ces références, tout le livre, enfin l'endroit où le trouver, etc. Je peux d'ores et déjà vous dire que le site Partage International distribue ce livre, il vous le donne en ligne, vous pouvez le télécharger ou le lire en ligne même, vous voyez. Tellement c'est important, le choix a été fait de rendre ce livre accessible au plus grand nombre. Donc, donner du sens à sa vie. Donc ce soir, je vais parler beaucoup de moyens naturels de santé physique. Mais nous ne sommes pas qu'un corps physique. Là, je pense que j'ai affaire à un public déjà suffisamment averti pour comprendre ces notions. Nous sommes bien sûr un corps émotionnel, un corps mental. Et il y a, au-delà de tout cela, une dimension spirituelle qui est fondamentale. Et j'observe qu'au fil des années, dans mes conférences, je parle de plus en plus de cette dimension-là. Au départ, je parlais presque que du jeûne, mais bon, puis je gardais le reste un peu pour moi. C'est pas que je découvert récemment la dimension spirituelle. Moi, ça fait 40 ans que j'ai été initié à la méditation transcendantale, et je suis d'ailleurs devenu instructeur de méditation transcendantale il y a très longtemps. Bon, mon parcours spirituel, on pourra en parler une autre fois, mais aujourd'hui, je pense que le moment est venu pour cette humanité en souffrance de véritablement comprendre d'où nous venons, où nous allons, pourquoi et comment. On y reviendra vers la fin de ma conférence. Aujourd'hui, le corps est roi. Nous voyons les magazines, la télévision, le corps est roi, le look est loi.
Hein, le look, elle doit, oh, quelle belle femme, oh, quel beau garçon, et puis alors, il est bien habillé, tout ça. Mais le corps n'est qu'un outil. Alors je vais vous donner ce soir des clés pour maintenir cet outil en bon état de fonctionnement, parce que tout bon artisan prend soin de ses outils. Sinon, il ne peut pas exercer correctement. Et donc, notre corps n'est qu'un outil. Mais quel outil? Et quel outil? Les moyens naturels de santé que je vais vous présenter aujourd'hui sont universels. Pas besoin de faire d'études pour les pratiquer, n'importe qui peut s'arrêter de manger, puisque c'est le premier moyen naturel de santé dont nous allons parler. Ils sont simples, même si simple n'est pas synonyme de facile. On y reviendra. Simple, universel, très ancien, très ancien, très ancien. On y reviendra, les animaux s'arrêtent de manger lorsqu'ils sont malades, et le règne animal a existé bien avant le règne humain. Ils sont gratuits ou très peu coûteux, et ils sont tellement efficaces, tellement efficaces. Seulement aujourd'hui, nous sommes tellement pris par le faire qu'on a oublié que souvent la solution est dans le non-faire. Que disaient les médecins il n'y a pas si longtemps que ça, lorsqu'ils n'avaient pas encore à leur disposition cet arsenal médico-pharmaceutique dont nous disposons aujourd'hui? Les médecins disaient bien quelques jours de repos et une petite diète, et puis ça ira mieux. Et puis très souvent ça allait mieux. Sauf qu'aujourd'hui on ne veut pas se reposer, on n'a pas le temps de se reposer. Et puis il faut continuer à faire marcher la famille, le travail, le rat race, comme disent les Anglais, la course au profit, la course au succès, la course à la réussite, etc. Le jeûne est donc le premier moyen naturel de santé. On a tous vu un chat, un chien s'arrêter de manger, tous les mammifères s'arrêtent de manger lorsqu'ils sont malades, lorsqu'ils ne réfléchissent pas, ils n'ont pas lu mon bouquin, ils ne m'ont pas écouté en conférence. Les animaux, c'est spontané. Les animaux vivent en parfaite harmonie avec les lois de la vie, parce qu'ils n'ont pas de libre arbitre. C'est ce qui différencie l'espèce humaine du règne animal. Nous avons le libre arbitre. Le premier exemple d'utilisation du libre arbitre, c'est Adam. C'est une image symbolique dans la Bible lorsqu'il avait le choix. Mordre la pomme ou ne pas mordre la pomme, il a mordu la pomme. C'est le cycle qui s'est mis en branle à partir de là. Ça a été si vous voulez, le début de l'existence de l'espèce humaine. Le libre arbitre. Et donc ce libre arbitre, force est de constater qu'il nous conduit à vivre totalement en dehors des lois de la vie, des lois de la nature. Le jeûne est véritablement le moyen qui nous a été donné par le bon Dieu, si vous y croyez, par la vie, par le Créateur, par cette intelligence créatrice, pour que cette force de vie qui est en nous puisse s'exprimer et nous guérir. Là, tel que vous me voyez ce soir, je n'ai absolument rien mangé depuis hier soir, ni rien bu. Mais là, ce n'est pas exceptionnel pour moi. Ça fait 40 ans que c'est comme ça. Je ne mange qu'une fois par jour. Je trouve que c'est un rythme formidable qui me donne une énergie extraordinaire. Je pratique des sports de compétition. Je me suis rattrapé puisque je vous disais que dans mon enfance, j'ai été dispensé de sport toute mon adolescence et aujourd'hui, je pratique des sports intensifs. Je peux séjourner par moins 15 degrés en pleine montagne et je vais continuer à ne manger que cru à température ambiante et végétarien et une fois par jour. Et je peux skier toute une journée très fort, très dur. Mes amis vont au restaurant d'altitude, ils me disent « Bon, alors toi, tu viens pas ?»« Non, ben non, merci, ben ça va, allez, on se retrouve tout à l'heure, allez manger. » Et moi, je continue à skier toute la journée. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça peut paraître surprenant parce que la plupart des gens, ne serait-ce que sauter un repas, ça paraît incroyable.
ça ne me demande aucun effort. Du matin au soir, l'idée de prendre quelque chose, de boire quelque chose, de manger, ne me traverse pas l'esprit. Je n'y pense jamais. Je suis dans un état de liberté totale, de silence intérieur. Et alors en fin de journée, lorsque j'ai terminé mes responsabilités, mes rendez-vous, tout ça, mon travail, je suis tranquille. Et là, je commence à m'asseoir et à penser, à prendre quelque chose. Et puis des fois, si je suis fatigué, eh bien, je saute un repas. Moi, quand je saute un repas, ça me fait déjà tout de suite 48 heures de jeûne, ça me fait 2 jours de jeûne. Et puis, sur la lancée, je me dis, bon, finalement, je suis bien, ah ben, je vais en faire un 3e, un 4e. Voilà, c'est souvent comme ça, 3, 4 jours de jeûne. Le jeûne, ce que ne guérit pas le jeûne, c'est le docteur Vivini qui l'a dit, un grand pionnier du jeûne en France, le docteur Vivini. Il a dit ce que le jeûne ne peut pas guérir, rien ne pourra le guérir. Je n'irai pas jusqu'à dire ça parce qu'il y a des maladies karmiques qui dépassent un petit peu notre réalité physique. Bon, on ne va pas faire un cours sur le karma, beaucoup d'entre vous savent ce dont il s'agit. Des charges karmiques que nous traînons d'une vie à une autre, etc. Il y a même des karmas familiaux, etc. Bon, mais je suis persuadé qu'en jeûnant, quand même, on peut faire énormément de choses. Qu'est-ce qui se passe quand on jeûne? On continue à respirer. Le cerveau ne peut pas rester plus de quelques minutes sans glucose. On a toujours le cœur qui bat, donc le corps a besoin de combustible. Et donc, si on ne lui apporte pas ce combustible de l'extérieur, il va bien falloir qu'il aille le chercher ailleurs. Et le corps, dans son intelligence formidable, va se nourrir de ses réserves, bien sûr. On a tous des réserves lipidiques, et même moi qui ai mon poids de mes 18 ans, je perds 600 grammes à peu près chaque fois par jour lorsque je jeûne. Et on a tous des réserves lipidiques. Mais ça va beaucoup plus loin. Cette intelligence divine, je n'ai pas peur d'utiliser ce mot, du corps fait qu'il va consommer, autolyser, non seulement ce qui lui est inutile, comme la graisse, mais ce qui lui est nocif. Les cellules mortes, les cellules malades, les cellules cancéreuses. Ça, c'est incontournable. Avec un bistouri, vous pouvez sauver des vies, mais un bistouri, c'est un instrument grossier. Il ne va pas faire la différence entre une cellule saine et une cellule cancéreuse. Il y a des chirurgiens plus ou moins bons, ils font tout ce qu'ils font, ils font mieux, mais enfin bon. Au niveau cellulaire, l'œil humain ne perçoit pas le niveau cellulaire. Alors que la nature, la vie, elle va faire la différence entre une cellule saine et une cellule cancéreuse. Donc c'est ce phénomène d'autolyse qui véritablement est la clé du nettoyage profond que permet le jeûne. Parce qu'en fait, ce n'est pas le jeûne qui guérit. Le jeûne, c'est juste un moyen de ne rien faire. Rien faire. On ne fait rien. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, on a mal ici, on a mal là, on va consulter. Tout de suite consulter, le réflexe, consulter. Mais consulter, le seul avantage, enfin, c'est plutôt un inconvénient, c'est que ça évite de penser. Ça évite de réfléchir. On va consulter quelqu'un qui est censé détenir les solutions à tous nos problèmes. Voilà, on va payer peut-être, ou des fois c'est remboursé par la sécurité sociale, formidable. Je ne sais pas si c'est un bien, en fait. Il faut qu'on commence à réfléchir. Et vous voyez, cette logique que je vous présente du jeûne, vraiment, mon but, c'est qu'il y ait des centres de jeûne partout, des maisons de jeûne où les gens pourraient venir, parce que je suis tout à fait conscient qu'il n'y a pas en France de clinique du jeûne. Clinique, ça sous-entend des lieux médicalisés. Moi, mon rêve, c'est qu'il y ait partout à la fois des maisons en grand nombre non médicalisées, où les gens viendraient quand ils veulent, passer 3, 4, 5, 6 jours, 2 semaines, 3 semaines,
Même si ça doit le gêner, mon ami caméraman en est à son 25e jour de jeûne. Bon, 25. Alors, comme il doit continuer à travailler quand même, il prend quelques cuillerées de miel par jour, c'est tout. Un petit peu de miel, un bon miel bio, naturel. Voilà, mon vieil ami Olivier, pardon si ta modestie doit en souffrir. Vous voyez, des jeûnes préventifs, il boit s'il a soif, il boit de l'eau s'il a soif. Quand on jeûne, on a assez peu soif. Des jeûnes préventifs peuvent se poursuivre pendant des semaines. Non, je voulais dire des jeûnes curatifs, on peut aller jusqu'à 7 semaines. 7 semaines, c'est une cinquantaine de jours. Alors des jeûnes préventifs, ça va d'un jour par semaine. Ça peut être 8 jours chaque changement de saison. Tout ça, c'est bien. 36 heures par semaine, c'est formidable. Si vraiment tout le monde s'habituait à jeûner, alors je dis un jour, c'est 36 heures. Parce que moi, évidemment, je jeûne 23 heures par jour. Donc il faut vraiment passer la deuxième nuit pour que le corps passe en mode autolyse. Lorsque le corps a consommé l'ensemble de ces glucides immédiatement disponibles, là, il y a un petit moment où on sent une petite hypoglycémie, et puis en fait, le passage se fait très vite à la néoglycogénèse. C'est un nom scientifique qui définit la capacité du corps à fabriquer des glucides qui vont nourrir le cerveau, les organes, le corps, à partir de réserves lipidiques, à partir d'éléments qui, a priori, ne sont pas directement utilisables par le corps. Et ce passage se fait très bien. Alors des gens qui sont assez toxiques, qui ont mangé des choses pas très saines pendant des années, ou qui ont pris beaucoup de médicaments, ou d'autres drogues moins autorisées, voilà. Que lorsque ces gens commencent à jeûner, parfois ils ont des symptômes de malaise, comment dirais-je, des symptômes de détoxination qui sont bien connus, qui, pour être parfois désagréables, n'en sont jamais dangereux et sont en tout cas extrêmement bénéfiques, sont positifs. Ça serait trop facile d'avoir fait des bêtises toute sa vie et puis de jeûner 3 jours, et puis que ça passe comme une lettre à la boîte, et puis que finalement on soit guéri. Non, il y a des étapes d'élimination de toxines qui peuvent se manifester par une recrudescence des symptômes pathologiques, une augmentation, voilà, des boutons qui sortent, la langue très chargée, des vertiges, des nausées, voilà. Et c'est souvent à ce moment-là que des gens néophytes disent « Oh là là, c'est pas pour moi, j'arrête. » La première difficulté, on arrête et on se remet à manger. Moi, je me souviens très bien de la première fois que j'ai jeûné, j'avais donc 18-20 ans. Le premier matin, après mon premier jour de jeûne, le matin suivant, je n'ai pas pu me lever. Ah non, la tête tournée, j'ai appelé ma mère, qui a été très compréhensive toute sa vie, la pauvre, parce que j'ai dû l'en faire voir quand même avec le recul. Et elle m'a apporté tout de suite un jus de fruits, et le corps a été content, hop, tout de suite les symptômes ont disparu. Je vous rappelle que ce que nous faisons le matin, c'est déjeuner. C'est-à-dire qu'on interrompt ce qui est un début de jeûne. J'y reviendrai tout à l'heure, mais je peux tout de suite vous dire que le petit déjeuner est à cet égard le repas le plus nocif qui soit. Oui, je sais, c'est pas ce qu'on dit dans Marie-Claire ou dans Elle. Oui, je vois les têtes qui hochent. Ah, mais alors ça, alors, moi, c'est pas ce qu'on m'a dit. Et oui, manger comme un roi le matin, comme un prince à midi, comme un mendiant le soir. Mon Dieu, si on devait faire la liste des bêtises qu'on a érigées en dictons sacro-saints, il y en aurait des livres. Donc, effectivement, il faut, dans l'idéal, d'abord, il n'est pas normal d'avoir faim le matin. Combien de gens viennent me voir après mes conférences et me disent « Ah, ça m'a fait plaisir ce que vous avez dit, parce que
Moi, le matin, je me force à manger parce qu'on m'a toujours dit qu'il fallait manger le matin, donc j'ai jamais faim le matin, mais je me force à manger. Alors, il y a pas mal de gens comme ça. Et puis, il y a tous les autres, enfin, il y a beaucoup d'autres qui mangent parce que c'est le rituel, c'est convivial, c'est agréable, voilà. Non, moi ça n'existe pas. Je me lève, je me lave et je suis actif. Je ne passe pas à la cuisine, je n'ouvre pas le frigo. Voyez, ça simplifie énormément la vie. Vous ne pouvez pas savoir combien de temps passe-t-on, quand on y réfléchit, à préparer le prochain repas, à l'acheter, à cuire, enfin, ou à faire des salades si vous ne cuisez pas comme moi. Mais à débarrasser la table. Et puis dès qu'on a fini, on se dit, alors est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour ce soir? Voyons, est-ce que j'ai ce qu'il faut pour demain? Et puis, oh, il me manque ça, et allez, on va faire les courses. Non, moi j'y pense jamais, mes placards sont vides, ma cuisinière n'a pas fonctionné depuis 40 ans, elle est neuve d'ailleurs, bon. Parce que je ne fais même pas chauffer d'eau, je ne bois pas de café, je ne bois pas de thé, je n'ai pas besoin de boire, je ne bois jamais. Oui, ah oui, ça aussi, ça, le dicton, oh là là, le sacro-saint litre et demi d'eau qu'il faut boire par jour, ah là, mais ça, c'est incontournable. Eh bien, moi, je ne bois jamais. Je trouve que mon corps est beaucoup plus intelligent que les journalistes de Marie-Claire, et que si mon corps a soif, il me le dira. De fait, il me le dit parfois. Mais je sais exactement quand il me le dit. Je peux prévoir quand il va me le dire. Quand je suis invité à manger avec des gens, des amis, ou que je fais un petit écart et que je vais manger cuit, tout de suite après j'ai soif. C'est normal. Dans l'eau de mes fruits, c'est 95-98% d'eau. Et ce n'est pas de l'eau minérale, c'est de l'eau organique, c'est la meilleure eau qui soit. C'est l'eau qui est la plus facilement assimilable par le corps. Mes légumes crus, c'est plus de 90% d'eau. Croyez-moi, je vais souvent uriner tout au long de la journée, mais je ne bois jamais. Je n'ai jamais soif. Là, Tonnerre a été gentil de me mettre une bouteille d'eau. Je crois qu'elle va rester comme ça. Et je vous rappelle que je n'ai donc rien bu depuis hier soir. J'ai pris le train de Bordeaux tout à l'heure, j'ai fait ma valise, et puis tout à l'heure, on ira peut-être manger avec mon ami Olivier, mais comme je crois qu'il est en train de terminer son jeûne aujourd'hui, bon, on verra. Mais je pourrais très bien aller au lit sans manger. Enfin, voilà, c'est une habitude. Franchement, notre relation à la nourriture relève de la pathologie. Clairement, on peut aller très loin parce qu'il y a des cas qui sont évidents, de gens qui compensent, etc. Vous connaissez tout ça. Mais globalement, nous avons une relation à la nourriture qui est totalement déséquilibrée. Vous passez d'un extrême à l'autre quand même. Pas manger, trop manger. C'est l'anorexie quand même. Qui, moi bon, d'abord, j'ai jamais trop mangé. J'ai mangé un peu comme tout le monde, 3-4 fois par jour. Quand j'étais tout petit, et puis finalement j'ai trouvé mon rythme qui consiste à ne manger qu'une fois par jour. Et sur un repas, peut-être que je mangerai plus que vous sur le même repas, sauf que vous avez déjà pris 2 repas dans la journée. Enfin voilà, globalement sur une journée, ma ration alimentaire est très certainement inférieure à celle de la plupart des gens, parce que je vais manger ce soir, si je mange ce soir, je mangerai quoi, 1 kilo de fruits. Dans les 20 minutes qui suivent, je vais beaucoup uriner. Ça passe très vite. Les fruits, comme vous le savez, ne se digèrent pas dans l'estomac. C'est pour ça qu'il ne faut pas les manger après d'autres aliments. Ils passent tout de suite dans l'intestin. C'est des aliments très purs, très faciles à digérer. Et après, le temps que mes fruits passent, je prépare une salade de crudités. Et puis après, voilà, on peut se permettre un petit dessert, même si c'est pas très diététique. Vous savez, quand on mange comme moi, on peut se permettre des écarts des fois. Bref, on n'est pas là pour parler de moi. En tout cas, je trouve que personnellement, j'ai trouvé un rythme qui me convient parfaitement. Parfaitement, en termes d'énergie, en termes de libération de mon ressenti, des besoins que beaucoup de gens ont. Parce qu'en fait, lorsque vous dites à midi, j'ai faim, c'est l'heure, il faut absolument que je mange quelque chose. Vous n'avez pas faim, vous avez envie de manger.
Le matin, je le répète, il n'est pas normal d'avoir faim le matin. On a envie de manger parce que c'est une habitude acquise. Notre subconscient est comme un disque dur qui nous reproduit exactement tout ce que l'on a enregistré. Avant, je disais un magnétophone, mais il faut que je change de vocabulaire, mais un magnétophone, ça n'existe plus. Disons, voilà. Nous imprégnons notre subconscient de concepts erronés, et donc notre subconscient va nous les reproduire, et nous allons devenir victimes de ces concepts. C'est un gros travail hein, de remettre tout ça en considération, de repenser toutes nos habitudes de penser et de vivre. Alors le jeûne, je vais vous laisser une petite plage à la fin de la conférence pour que vous posiez des questions. Je regarde si j'ai rien oublié. Le premier moyen naturel de santé, vraiment, c'est emblématique, le plus simple, même si je l'ai dit, ce n'est pas le plus facile. Simple, pourquoi? Parce qu'il suffit de ne pas mettre les pieds à la cuisine, il suffit de ne pas ouvrir le frigo et d'aller faire autre chose, d'aller marcher, d'aller jouer du piano, de la guitare, d'aller peindre, d'aller faire n'importe quoi, et puis c'est simple. Il n'y a pas de méthode à suivre, non, ne vous compliquez pas la vie avec les histoires de descente, de remontée, non, il n'y a rien de mortel, il n'y a rien de dangereux. Évidemment, vous n'allez pas manger un bœuf bourguignon le premier jour après 3 semaines de jeûne. Non, il suffit d'être logique. Donc vous allez commencer à manger des fruits faciles à digérer, des végétaux que vous allez bien mâcher, ou peut-être qu'au début vous allez vous faire des jus végétaux pour remettre en marche le système digestif, tout ça. Bon, tout ça, c'est de la logique. Le plus simple, le plus ancien, je l'ai dit, les animaux qui jeûnent, qui s'arrêtent de manger depuis des temps immémoriaux, tous les mammifères s'arrêtent de manger. La faim, voilà ce qu'il faut retenir, la faim est incompatible avec la maladie. Sauf que nous sommes tellement éloignés des lois de la vie qu'on réussit encore à avoir envie de manger avec 39 de fièvre. Parfois, si, il y a des gens comme ça, ils sont dans le 6e dessous, ils sont à l'hôpital, et même à l'hôpital, on les encourage même à manger, d'ailleurs, hein, il faut absolument manger. Mais si, monsieur Clavier, il faut manger, vous allez avoir de l'énergie. Non, ce n'est pas lorsque l'on mange que l'on a de l'énergie, c'est lorsqu'on a assimilé le dernier repas. C'est-à-dire là, en ce moment, je profite de tous les bienfaits de mon repas d'hier soir. Ah, les belles pommes de mon jardin, avec quelques oranges espagnoles, puis bon, le chou que j'ai acheté samedi dernier sur le marché chez moi, des betteraves crues, il y avait tout ce que je trouve en saison, des navets, des radis noirs, je mets tout ça à la moulinette, je pèle rien du tout, pam pam, ça passe, et je m'assaisonne ça, je me fais des purées crues. Parce que pendant des années, je mettais 2 heures à manger parce que je suis incapable d'avaler mes aliments tant qu'ils ne sont pas liquides. C'est une habitude formidable, hein. Je l'ai prise très tôt, je sais pas, maintenant c'est automatique, j'y pense même plus. Sauf que ça prend du temps pour mâcher les légumes crus et tout ça, les carottes et le chou. Et donc voilà, finalement j'ai trouvé un truc, il y a quelques années, je passe tout ça à la machine, comment ça s'appelle, la moulinette automatique. C'est un extracteur de jus auquel j'ai enlevé le filtre à jus, donc j'ai toute la pulpe avec le jus. Ça me fait de la purée crue, que j'assaisonne comme si c'était une salade. Alors évidemment, dès que je mets un peu de betterave, tout est rouge. Hein. Bon, si je ne mets pas de betterave, ça peut être plus ou moins vert avec le chou, la carotte. Bon, ça passe. Les couleurs, je m'en fous un petit peu, mais enfin, je me régale. Vraiment, je me régale. Voilà, le jeûne, le moyen le plus ancien, le plus simple, le plus universel. Ça, c'est important parce que il ne faut pas avoir fait d'études. Mon livre, le but de mon livre, c'est de dédramatiser cette question du jeûne. Parce que, qu'est-ce que j'entends comme bêtise souvent de la part de journalistes ou de gens qui n'ont jamais sauté un repas de leur vie.
oh, le jeûne, oui, bon, dans le meilleur des cas, ils disent, oui, c'est bien, mais il faut être accompagné. Oh là là, il faut être accompagné. Moi, j'ai jamais jeûné avec quelqu'un. Je me suis pris par la main et j'ai arrêté de manger. C'est tout. Alors, le premier jour, je vous l'ai dit, ça n'a pas été long, hein, ça a duré 36 heures. Et j'ai recommencé. Et puis après, peu à peu, mon corps a commencé à éliminer. Et très rapidement, j'ai retrouvé la capacité à respirer par le nez. Je vous disais que pendant une vingtaine d'années, au début de ma vie, j'étais comme ça, je ne pouvais pas respirer par le nez. Et puis, je me suis démédicalisé. Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai pris un médicament. Ce qui est marrant, c'est que comme j'étais asthmatique quand j'étais jeune, je vivais avec, certains connaissent, la Ventoline, le vasodilatateur dans ma trousse de toilette, partout. Quand je voyageais, j'avais la hantise de dormir quelque part où il y aurait pu y avoir des chats, des animaux, j'avais toutes les allergies du monde. Et donc, pendant des années, j'ai continué à avoir cette Ventoline. Et puis un jour, je l'ai regardée, elle était périmée depuis 10 ans. Je lui ai dit, bon, allez, je la jette. C'était émouvant quand j'y pense. C'est se libérer totalement de la dépendance aux médicaments. Et puis non, c'est fini. Plus jamais de crise d'asthme, plus jamais de mucosité. Un niveau de santé que je souhaite à tout le monde. Voilà pour le jeûne, je vous laisserai poser les questions que vous voulez après. Le deuxième moyen naturel de santé, l'hygiène intestinale. Alors tous les naturopathes, enfin à commencer par notre cher ami Daniel Kiefer, parle de l'importance de se nettoyer le côlon. Un côlon propre et sain, c'est une des bases de la santé. Aujourd'hui, on parle beaucoup du côlon comme du deuxième cerveau. Il y a des livres, même des best-sellers sur le gros intestin. Hein, le livre de cette Allemande, Le charme discret, non pas de la bourgeoisie, mais de l'intestin. C'est un livre très intéressant. Et elle en a vendu, je crois qu'elle en est à 2 millions. Depuis des temps immémoriaux, tous les peuples se sont nettoyés le côlon. Et souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, nos grands-mères avaient à la maison des bocs à lavement. Et puis les petits-enfants n'aimaient pas trop ça. Et puis ça s'est oublié. On a abandonné ces pratiques-là parce que justement la médecine chimique et technologique a supplanté des pratiques ancestrales, simples et naturelles. Aujourd'hui, un boc à lavement, ça coûte une dizaine d'euros, 10-15 euros. Mon association Nature et Partage en vend sur son site docteurnature.org. Vous voyez, je n'écris même pas, je n'ai pas de PowerPoint, je suis un conférencier à l'ancienne, mais encore une fois, ce sera un plaisir pour moi de vous envoyer ma conférence avec toutes les références que j'aurais mentionnées. Docteurnature.org, il y a une boutique, c'est l'association que j'ai fondée, Nature et Partage, où nous vendons bien sûr le boc à lavement et tous les petits éléments dont je vais vous parler ce soir. Un boc à lavement vous permet un nettoyage limité, mais c'est quand même très pratique parce que en cas de manifestation aiguë, que ce soit un rhume, n'importe quoi, tout de suite, se nettoyer le côlon, ça c'est toujours très très utile. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller voir un thérapeute, un boc à lavement à la maison, c'est un outil très pratique et très économique. Alors après, il y a l'étape suivante, l'irrigation du côlon. L'irrigation du côlon, ça se pratique chez un professionnel, mais pas seulement. Et justement, je suis heureux de vous dire qu'on peut très bien pratiquer l'irrigation du côlon chez soi en totale autonomie, totale indépendance, sans devoir aller faire voir son trou de balle à un étranger, même s'ils font ça très bien, ce sont des professionnels. Bon, on est mieux chez soi, et on met un peu d'encens, on met une jolie musique dans la salle de bain, tranquillement, on installe sa planche côlonnette sur les WC. Alors,
vous la verrez sur notre site Docteur Nature. On appelle ça une planche, oui, parce qu'on se couche dessus, on la dispose sur les toilettes et sur un tabouret ou sur une chaise de l'autre côté. On s'allonge dessus, il y a un jerrycan qu'on met un petit peu en hauteur, il y a des canules rectales, il y a des petits tuyaux. C'est très simple, très très simple. C'est un achat que vous allez faire une fois dans votre vie. Vous pouvez la prêter à vos voisins, à vos amis. Ça ne s'use pas, ça ne casse pas. Et au prix où sont les irrigations du côlon chez les professionnels, on a vite fait de l'amortir. En trois séances, vous l'utilisez 3 fois, vous l'avez déjà payé pour toute la vie. Après, ça ne vous coûtera plus que le prix de l'eau. La princesse Diana, Lady Di, était une fervente adepte du nettoyage intestinal. Ça se sait moins, ça se sait même pas du tout, je crois, chez nous, mais en Angleterre, tout le monde est au courant. Hein. Ça a fait peut-être pas la une des journaux, mais ça a fait jaser beaucoup de journalistes là-bas. Il y a même sa plus célèbre biographie où ces 2 hydrothérapeutes du côlon sont mentionnés. Ça a dû leur faire une sacrée publicité. Et je me dis parfois que si elle était si radieuse, si belle, si pleine d'énergie, ce n'était peut-être pas simplement dû au hasard. Voilà, pourquoi pas à ces pratiques de nettoyage intestinal. Le professeur Elie Metchnikov, qui a été prix Nobel de médecine en 1908, vous voyez, ça il y a déjà pas mal de temps, avait déjà dit « la mort commence dans le côlon ». On sait aujourd'hui que le côlon est une zone réflexe, tout comme la plante des pieds, vous connaissez la réflexologie plantaire, tout comme le lobe de l'oreille, hein, la réflexologie auriculaire. Eh bien, le côlon, c'est pareil, c'est une zone réflexe, c'est-à-dire que divers segments du côlon sont reliés à d'autres parties du corps. Et d'où l'importance de maintenir un côlon véritablement propre et sain. Aujourd'hui, même si la question du nettoyage intestinal n'est pas le sujet préféré entre le fromage et le café dans les repas entre amis ou pas, enfin voilà, on part tellement. Comment allez-vous? Oh, moi, je ne vais pas souvent. Ah bon, mais moi j'y vais trop, voilà, oh, je ne peux pas sortir de chez moi. Non, mais c'est vrai. Pourtant, on connaît tous des gens, ou si ce n'est nous-mêmes, qui ont des problèmes intestinaux. Je vous rappelle que le cancer du côlon est aujourd'hui le premier cancer, ou le deuxième après le cancer des fumeurs. Enfin, pour les non-fumeurs, c'est le premier cancer. Le côlon est un organe qui a beaucoup souffert de nos excès depuis le progrès, depuis le développement de notre alimentation moderne, où l'on mange, bon, vous le savez, on mange mal, on mange trop mal et trop souvent. Fréquence, quantité et qualité. Je répète, on mange trop souvent, on mange trop en quantité et on mange mal. Parce que quel est le meilleur moyen de manger sain? Là, je vois que vous prenez des notes, alors je vais vous dire une phrase qui va vous rendre un très grand service. La première chose à faire pour essayer de manger sainement, c'est lorsque vous allez faire vos courses, demandez-vous en permanence si vous êtes en train d'acheter des aliments ou des produits alimentaires. J'explique. Les aliments, ça pousse dans la nature, ça pousse sur les arbres, ça pousse sur le sol, dans la terre. Les produits alimentaires, ça pousse dans les usines. Intérêt de manger des aliments, eh bien, votre santé va s'en ressentir immédiatement. La planète va s'en ressentir parce que la trace écologique des aliments est bien moindre que la trace écologique de produits transformés, de produits alimentaires qui viennent de l'autre bout du monde, qui sont sous cellophane, sous plastique, embouteillés, mis en boîte, stérilisés, encartonnés. Voilà.
Moi, quand je vais au marché, je porte mon cabas, et puis j'ai pas d'emballage, j'ai rien. On met les carottes dans le cabas, on met le chou dans le cabas, des fois ils mettent une petite poche en papier, bon, c'est tout. Et votre porte-monnaie va s'en ressentir. Parce que manger comme ça, c'est effectivement, qu'on ne me dise pas que manger sainement, c'est cher, c'est compliqué. Non, non, il n'y a rien de plus simple. Sauf que voilà, ça demande de changer certaines habitudes et puis d'en apprendre d'autres, d'en acquérir d'autres. On va revenir sur l'alimentation. Donc j'en étais à l'hygiène intestinale. Un côlon propre et sain, la base de la santé. Donc lisez tout ce qui se dit aujourd'hui sur le côlon, sur Internet. On trouve maintenant des tas de choses. Vous n'avez même pas besoin d'acheter beaucoup de livres pour vous documenter sur l'importance du nettoyage intestinal. Je vous assure qu'il n'y a rien de plus doux, de plus agréable. Il y a peut-être des choses plus agréables, mais enfin, il n'y a rien de plus simple que d'introduire de l'eau dans un côlon. Franchement, une petite canule rectale, elle a la taille de mon petit doigt, enfin les canules qu'on utilise pour la planche côlonnette. Les praticiens professionnels, ils ont des canules à double voie qui font à peu près la taille du pouce, mais vous savez, avec 3 gouttes de vaseline, ça rentre très bien, une canule comme ça. Bon, on est dans des considérations un petit peu scatologiques, mais c'est quand même, moi, ce qui sort de mon corps, c'est sacré, c'est beau, c'est important. Vous savez, les WC modernes, c'est une façon d'ignorer totalement ce qui sort de notre corps. J'appuie sur un bouton, hop, ni vu ni connu, je ne veux rien savoir, j'ai rien vu, j'ai rien senti, non, j'appuie sur le bouton et bye bye. Non, moi, ce qui sort de mon corps, c'est important. Moi, je dis aux gens, même quand vous faites des irrigations du côlon, mettez une passoire dans les WC pour récupérer un peu les matières et observer et voir ce que vous avez éliminé. Vous ne mettez pas la passoire des nouilles, hein, mais vous en mettez une autre, si vous voulez, spéciale. Hein. Mais c'est très intéressant. Je vais vous donner un exemple. Un jour, il y a un monsieur qui avait fait ça, et puis il entend tout d'un coup, il est en train d'éliminer, après son lavement, et il entend un bruit métallique ou quelque chose de dur dans les... Il me dit, c'est pas possible, c'est pas sorti de mon corps, ça. Je suis pas l'homme de fer quand même. Il a regardé, alors évidemment il a mis des gants, il a passé la passoire sous le robinet, il a nettoyé un petit peu, il a retrouvé, je vous le donne Émile, comme dit Coluche, il a retrouvé une bille en agate qu'il avait avalée 40 ans plus tôt dans la cour de l'école. Alors, ne croyez pas que votre côlon est un tube en PVC aux parois parfaitement lisses et que tout ce qui rentre d'un côté, ça va sortir de l'autre. Non. Nous avons en nous, plus ou moins les uns selon les uns ou les autres, parfois des kilos de matière non digérée, non assimilées, qui stagnent, qui sont là, qui rentrent en putréfaction, qui font des diverticules, qui s'enflamment, ça fait des diverticulites, et bonjour les maladies de Crohn, et bonjour les côlons irritables, et bonjour les rectocolites hémorragiques, etc., etc., et les hémorroïdes, et en veux-tu en voilà, et la tête, et la queue, alouette. Là, c'est fou parce que on va continuer un peu sur ce sujet-là. Moi, j'en vois beaucoup, je fais beaucoup de salons, je vois des gens qui viennent me voir et qui me racontent un peu leur vie. Et je sais à quel point on peut souffrir de problèmes intestinaux. Donc voilà, grâce au nettoyage intestinal, vous allez vraiment solutionner des choses qui, a priori, même pouvaient ne rien avoir à faire avec le côlon. Le côlon, c'est comme le foie, ça fait partie des organes les plus importants du corps. Et en agissant sur le côlon et le foie, on agira sur plein d'autres dimensions de notre santé. Et ça m'amène à vous parler du troisième moyen naturel de santé. Vous voyez, je parle de choses qui
qui sont gratuites ou très peu coûteuses, se nettoyer le côlon, introduire de l'eau, bon voilà, vous achetez la planche, vous achetez un boc à lavement, après vous l'amortissez très vite. Une troisième méthode qui est très efficace, et qui est importante et qui commence à être connue aujourd'hui, c'est l'élimination naturelle des calculs biliaires. Alors, beaucoup ont entendu parler certainement de ce protocole qui est simple, qui est peu coûteux, qui est extrêmement efficace et qui a permis et qui continue de permettre de sauver beaucoup de vésicules. Je ne vais pas vous demander de lever le doigt, mais dans mes conférences, il y a toujours des gens qui viennent me voir à la fin. Ouais, mais moi, la vésicule, je ne l'ai plus. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, vous avez un problème de cholécystite, de calcul biliaire, eh bien, vous allez voir le médecin, oh, il ne s'affole pas, il dit, oh, mais c'est pas grave, on va vous enlever la vésicule. La vésicule, ça ne sert à rien, c'est comme les amygdales, c'est comme l'appendice, c'est comme plein de choses. Un rein, ah ben c'est chouette, on en a deux, on peut en enlever un, bon, formidable, la vie est bien faite. Alors la vésicule, non, ça ne sert à rien, on vous l'enlève, il n'y a pas de problème. Mais franchement, je préfère garder ma vésicule et éliminer mes calculs de façon naturelle. Vous allez avoir besoin de jus de pomme, vous allez avoir besoin de l'huile d'olive. Alors, vous prenez des notes, mais il faut vraiment suivre le protocole à la lettre. Donc, je vous enverrai ce protocole avec mon diaporama. Laissez votre mail sur la liste qui est sur la table au coin ici. Je vous enverrai tout ça, que ça vous évitera même d'acheter le livre, que pourtant, dont je suis l'éditeur français. Hein, donc, mais j'en vends suffisamment de milliers pour offrir ce protocole gratuitement, qui est extrait du livre. Évidemment, le livre, si vous êtes curieux, va vous expliquer le pourquoi du comment de tout ça, pourquoi ça marche, et ce qu'il faut faire pour maintenir un foie en bonne santé. Bon, c'est un livre passionnant, mais le protocole lui-même, pour éliminer vos calculs biliaires, c'est une page A4 recto verso, donc je vous l'enverrai. Il vous faut de l'huile d'olive, il vous faut un pamplemousse, du jus de pomme, il vous faut du sulfate de magnésium, qu'on appelle aussi les sels d'Epsom. Tout ça, c'est vendu, non. Le sel d'Epsom, il est vendu par mon association. Vous en trouvez dans quelques pharmacies, pas partout, mais bon. Et tout le reste, vous le trouvez chez votre épicier habituel. Très simple. C'est une méthode indolore qui va vous permettre d'éliminer des calculs, tenez-vous bien, aussi gros qu'une olive parfois. La plupart sont comme des grains de riz par centaines. Vous allez éliminer ça par centaines. Vous mettez la passoire dans vos WC et vous allez récupérer des centaines de calculs. C'est spectaculaire. Comment? Ah oui, oui. Donc ça, que dire de plus? Il faut le voir pour le croire, il faut le pratiquer. C'est indolore, c'est simple. Le jus de pomme va ramollir les calculs. Le sulfate de magnésium va élargir, distendre un petit peu les canaux hépatobiliaires de façon à ce que ces calculs soient éliminés par le côlon et se retrouvent dans vos selles tout à fait naturellement. Le nettoyage du foie. Quatrième moyen naturel de santé. J'ai parlé du jeûne, j'ai parlé de l'hygiène intestinale, j'ai parlé du nettoyage du foie. Maintenant, on va parler de l'alimentation. Alors, on a déjà fait quelques parenthèses là-dessus. Manger sain. Ah, tout le monde, beaucoup de gens croient manger sain. Qu'est-ce que j'entends pas? Les gens qui me disent « Oh, ça y est, j'ai commencé à jeûner. J'ai juste pris un café au lait ce matin avec 3 tartines de pain beurré, puis voilà. » J'entends des trucs affolants. Non, jeûner, c'est rien prendre. Alors oui, de l'eau, oui, on peut appeler ça le jeûne hydrique. Le jeûne, c'est toujours avec de l'eau. On peut pratiquer un jeûne sec quelques jours. Je ne suis pas compétent sur le jeûne sec. Moi, je sais que quand je jeûne, j'ai très peu soif, donc je bois si j'ai soif. Je préfère écouter mon corps plutôt que de lui imposer un jeûne sec, vous voyez, forcer l'abstention de liquide. Bon, je ne sais pas, ça a peut-être des avantages, je ne suis pas non plus une encyclopédie là-dessus. Jeûner, c'est donc ne rien prendre.
Mais lorsque l'on mange, donc je vous ai dit, les aliments plutôt que les produits alimentaires, et puis une méthode qui, pour moi, est formidable, c'est la méthode des 3 V. Je ne fais pas une méthode parce que qui dit méthode dit mode d'emploi, enfin voilà, c'est très simple, c'est un système de vie, c'est une façon de vivre, les 3 V. Végétarien, varié, je vous laisse écrire, vous voyez, c'est comme le maître d'école qui attend que c'est fini. Et vivant. Alors c'est le 3e V qui m'intéresse le plus, parce que végétarien, c'est évident. Bon, je ne vous demande pas d'être des obsédés du végétarisme. D'ailleurs, moi, je ne suis pas végétarien. Simplement, je ne mange pas de viande. J'aime pas les étiquettes. J'ai jamais aimé être étiqueté. Alors aujourd'hui, c'est la grande mode du véganisme. Moi, je suis crudivégane, et moi, je suis ça. Et on participe à des forums, et puis on s'affiche. Non, moi, je m'en fous. Moi, si je suis invité chez quelqu'un qui mange de la viande, je bénirai ma nourriture et je mangerai ce qu'on me donnera. Un steak donné avec amour vous fera moins de mal qu'une salade sans amour. Pourquoi est-ce qu'avant les gens ils bénissaient leur nourriture? Peut-être qu'ils n'en étaient pas conscients, c'est une pratique très ancienne. L'intention purifie. Et là on passe à des concepts peu à peu moins physiques. Vos pensées purifient la vie, vos pensées guérissent, vos pensées sont transformatrices. Et donc le 3e V, c'est vivant. Qu'est-ce que ça veut dire vivant? Le plus frais possible, le plus cru possible. Idéalement, vous aurez soit un verger ou un potager chez vous, ou si vous êtes en ville, il y a une façon très simple de manger vivant, c'est de faire germer vos graines. La germination, c'est le miracle de la vie. Une graine qui paraît dormir, qui paraît sèche, qui paraît morte. Les archéologues ont retrouvé des graines qui avaient des milliers d'années. Hop, ils les ont mises dans de l'eau et la vie a explosé. Elles les ont poussées, elles les ont germées. C'est merveilleux. Vous voyez, si vous analysez une graine sèche, vous allez trouver quelques nutriments. Mais si vous déclenchez le processus germinatif, ces nutriments vont être multipliés. Et bonjour les vitamines, et les enzymes, et des tas de choses extraordinaires. Donc c'est facile, c'est ludique, ça coûte 3 fois rien. Écoutez, si vous faites cuire 3 cuillers à soupe de lentilles, ben vous allez avoir 3 cuillers à soupe de lentilles cuites. Vous n'allez pas nourrir beaucoup de monde avec ça. Si vous faites germer ces lentilles, vous allez nourrir 2 personnes et elles finiront pas leur repas. Imaginez à quel point c'est pas cher de se nourrir sainement. Moi, quand je dis aux gens, oui, moi, bon, les lentilles, je les mange crues, les pois chiches, je les mange crus, bien sûr, oui. Germer, tout ça. Les graines de blé, germer, le sarrasin, germer, les graines de moutarde, et beaucoup de choses que personne ne mange, même cuit. Qui mange des graines de moutarde, de la moutarde? Non, on mange la moutarde préparée, la pâte dans les pots que l'on connaît tous, mais les graines de moutarde germées, c'est formidable. On fait germer le quinoa, le sarrasin, on fait énormément de choses. Le fenugrec, qui mange du fenugrec? Voilà, germé. Mais c'est délicieux, mais je veux dire, alors, comment dirais-je? L'individu lambda que l'on croise dans la rue, quand vous parlez de fenugrec ou de luzerne, la luzerne, mais c'est pour les chevaux la luzerne, t'en foutrais, c'est tellement bon la luzerne, c'est tellement délicieux, ça fait des petits filaments qui fondent dans la bouche. Voilà, je suis heureux de voir des têtes qui hochent, parce que ça veut dire que j'ai affaire à un public déjà un petit peu préparé. Donc, découvrez l'univers des graines germées, c'est merveilleux. Je vous rappelle une chose qu'on a tous appris à l'école, mais qu'on a volontiers oublié, c'est que les vitamines, à partir de 40 degrés, elles commencent à disparaître. Mais 40 degrés, personne ne cuit à 40 degrés. Alors 40, 50, 60, à 70 degrés, il n'y a plus de vitamine C.
80, 90, toutes les autres vitamines disparaissent rapidement. Mais surtout, il n'y a plus d'enzymes. Avant, on parlait que la trilogie sacro-sainte, les glucides, les lipides et les protides. Hein, à l'école, on a tous appris ça. L'alimentation se limitait à ça. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des tas d'autres éléments, les oligo-éléments, les sels minéraux, les vitamines, bon. Mais les enzymes, c'est ce qui vous sert à assimiler vos aliments. Sans enzymes, vous aurez beau manger le plus sainement du monde, vous n'assimilerez pas vos aliments. Parce que ça ne suffit pas que des bonnes choses passent par notre bouche, il faut encore qu'on en profite. Si ça ressort non digéré, non assimilé, si vous ne mâchez pas, par exemple, vous vous privez énormément de bienfaits de votre nourriture. On en a parlé. Donc, résumé de ce que je viens de vous dire, la plupart des gens dans le monde mangent de la mort, mangent des aliments totalement dévitalisés. Le pain, c'est 250 degrés. Ah, on est fier de manger du pain complet. Ah non, moi je mange du bon pain, c'est génial, c'est le pain, la farine Le Maire. Je me souviens quand j'étais étudiant, il y avait des farines, ça existe toujours les farines Le Maire, certainement. Hein. Et j'étais tellement content de me tartiner mes tartines de pain complet. Je n'ai pas mangé de pain depuis 30 ans, je crois. Bon. Je crois que c'est une des choses les premières choses à faire, c'est d'arrêter le pain. J'hésite à le dire parce que je me dis, c'est pas possible, ils vont tous sortir là, ils vont me tourner le dos. Ce sont des informations qui circulent beaucoup aujourd'hui. On sait que les farines modernes ne sont plus du tout ce qu'elles étaient il y a des siècles. Tout ça, ça a été... on a transformé toutes ces céréales. Bon, et puis il y a la façon dont sont... J'ai lu encore un article il n'y a pas longtemps sur... Beaucoup de gens croient que les problèmes de santé sont liés au gluten dans les céréales. Oui, c'est vrai, il y a pas mal de gens qui sont allergiques au gluten. D'ailleurs, Olivier qui est là, il l'était, il s'est guéri. Il s'est guéri, et c'est possible. On peut aujourd'hui se guérir de la maladie cœliaque ou d'intolérance au gluten. Mais beaucoup de gens croient qu'ils sont allergiques au gluten, alors qu'en fait, ils sont allergiques, j'ai oublié le nom technique, à un produit chimique que les céréaliers pulvérisent sur leurs céréales juste avant la récolte. C'est Monsanto qui l'a fabriqué, bien sûr. Ça sert à accélérer le dessèchement des épis et à optimiser le volume des récoltes. Enfin, c'est absolument scandaleux. On mange des choses dont on ne se doute pas. Enfin, voilà. C'est ces informations. Je suis pas quelqu'un qui est extrêmement qui est pessimiste, au contraire. Je suis extrêmement optimiste. Je pense que l'humanité est en train de toucher le fond d'un certain nombre d'expériences que nous avons bien méritées parce que nous sommes à l'origine de tous nos problèmes, hein, forcément. Mais je suis très optimiste quant à l'avenir de l'humanité. Bref. Devenir conscient de tout ça, et puis voter. Chaque fois que vous allez faire vos courses, vous votez. Hein. Moi j'aime beaucoup Coluche, et c'est lui qui a dit, si on n'en achète plus, ils n'en vendront plus. Hein. C'est très très simple. Hein. Voilà. Donc, qu'on ne me dise pas, oui mais moi je suis personne, je suis trop petit, moi qu'est-ce que je peux faire pour changer ce monde en souffrance? Si, nous pouvons tous faire quelque chose. Et puis rappelez-vous le colibri, hein, qui a voulu éteindre l'incendie avec une petite goutte d'eau qu'il transportait dans son bec chaque fois qu'il allait et venait. Les autres animaux lui ont dit, mais t'es fou colibri, tu crois pas que tu vas éteindre l'incendie avec tes petites gouttes d'eau? Et puis le colibri il a répondu, oui mais moi c'est ce que je peux faire, alors je fais ce que je peux. Et si on fait tout ce qu'on peut, on y arrivera. Parce qu'une forêt n'est verte que parce que chaque arbre est vert. Voilà, c'était mon petit quart d'heure philosophique. L'alimentation, donc c'est simple, ça se limite à ça. Essayez de manger des aliments plutôt que des produits alimentaires. Essayez de manger le plus végétarien possible.
varié possible et le plus vivant possible. Varié parce que j'entends souvent des carnivores, bon, des gens qui mangent entre guillemets normalement, qui me disent mais ça doit être ennuyeux d'être végétarien. Ça doit être, parce que pour eux, être végétarien, c'est la laitue, peut-être la scarole un peu des fois, et puis et 3 radis qui se battent en duel avec des carottes râpées parfois. Voilà. Oh. Le règne végétal est extrêmement varié, beaucoup plus important que le règne animal, enfin en tout cas dans ce que l'on mange. Alors en Chine, ils mangent tout ce qui bouge. J'y suis allé en Chine, j'ai rien mangé parce qu'ils mangent tout ce qui bouge. Les chats, les chiens, les larves, les insectes, les lézards, les serpents, on trouve des trucs dans des bocaux extraordinaires. Bon, nous on mange moins de choses, mais même si on mangeait beaucoup, je veux dire, le règne végétal nous offre une variété merveilleuse. Alors, évidemment, la meilleure façon de se nourrir sainement aussi, c'est de manger ce qui est en saison. Moi, les tomates, j'en mange pas l'hiver. Les oranges, j'en mange pas l'été. Parce qu'elles sortent des chambres froides. Les pommes, j'en mange pas l'été. Je sais que dans nos supermarchés, il y a tout, toute l'année. C'est pour ça que vous devriez favoriser les AMAP, les marchés paysans, les marchés locaux. Au moins ça, vous reprenez contact avec les cycles de la vie, et puis vous voyez qu'il y a des choux qui sont frais, maintenant il y a des betteraves, etc., des carottes, et puis il y a bien un moment où le paysan il vous dit ah ben non, c'est plus la saison des betteraves. Bon, eh ben, il n'y en a plus. La nature est tellement bien faite. L'hiver, vous avez ce qu'il vous faut pour être en bonne santé. L'été, vous avez tous les fruits, parce que l'été, on a moins besoin on a plus besoin de choses liquides, de choses fraîches, des fruits, tous les fruits qu'on a l'été, vous voyez. En vous disant ça, je pense encore à mon ami on évolue là-dessus, et puis finalement, on arrive à penser que la masse des aliments n'est pas tellement ce qui nourrit. C'est l'information qu'il y a derrière. Alors on rentre dans des concepts quantiques qui sont passionnants. Oui, vous avez tous entendu parler de gens qui ne se nourrissent plus du tout dans le monde, ce qu'on appelle les inédiques, ou les comment dirais-je, les breatharians en anglais, les praniques, il y a des tas de termes, les praniques il y a un troisième mot en français, bon c'est pas... Oui, ceux qui se nourrissent de lumière. Alors, effectivement, ils se nourrissent du prana. Je suis profondément, intimement convaincu que l'humanité mangera de moins en moins et acquérera progressivement la capacité à se nourrir directement du prana qui est partout. C'est cette énergie vitale qui pénètre tout ce qui existe, du plus petit de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Parce qu'en fait, lorsque nous absorbons des végétaux, nous absorbons de l'énergie solaire. Et lorsque nous mangeons des animaux, en fait, c'est toujours de l'énergie solaire, mais dégradée, parce que les animaux que nous mangeons ont mangé de l'herbe, ou ont mangé d'autres animaux qui ont mangé des végétaux, de l'herbe. Donc au départ, il y a toujours, et en premier lieu, l'énergie solaire, et autant l'absorber directement. Alors, une phase intermédiaire, tant qu'on n'est pas pranique ou inédique, l'étape la plus proche, c'est effectivement celle de la photosynthèse, lorsque l'on se nourrit de végétaux verts, etc. On a fait du chemin, parce que lorsque j'ai commencé à devenir végétarien il y a une quarantaine d'années, qu'est-ce que j'ai pas entendu? Qu'est-ce qu'on m'a pas dit pour me faire peur, mais c'est pas possible, tu vas pas pouvoir. Puis j'ai perdu tous mes amis, je me suis marginalisé, parce qu'en plus dès qu'on découvre des informations qui nous passionnent, on veut les plaquer à la face du monde, on veut le dire à tout le monde, on veut changer nos amis, on veut transformer nos parents, on veut... non, ça, on ne réussit, je vois que vous êtes d'accord avec moi, on ne réussit qu'à se fâcher, qu'à se marginaliser et qu'à se faire mettre des étiquettes. Et donc j'ai appris, on passe tous par ces étapes-là et on apprend à se taire surtout. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui,
même si j'ai une vie sociale qui m'oblige à louvoyer, à faire des concessions, mais voilà, je dis plus jamais que je suis végétarien ou que je bois pas d'alcool. Allez Bernard, tu veux un petit coup là? Allez, on prend l'apéro. Ah ouais, super, tiens, hop, tu me sers, puis mon verre il reste là, mine de rien, ou je le porte à la bouche, mais je ne bois pas, puis ça me plaît pas, mais voilà, mais j'ai pas plaqué ma réalité, ma sagesse, ma philosophie aux yeux des autres parce qu'ils n'en ont aucune envie. Vous voyez, la sagesse, c'est l'art de savoir à qui ne pas parler. Surtout. Et là, vous allez voir que votre vie sociale va tout de suite s'améliorer. Ah, il est sympa, puis vous faites une ou deux vannes comme ça, vous vous intégrez, et puis, ah ouais, c'est super. Hein. Il parle d'alimentation, très bien, il parle d'alcool, voilà. C'est pas notre boulot de changer les autres, c'est être soi-même, mais ne pas prêcha, ça c'est jamais utile. Et pour finir cette conférence, je vais vous parler de choses qui, pour moi, oui, pour beaucoup de gens, sont fondamentales. Par exemple, on ne peut pas, à mon sens, être en bonne santé si l'on n'a pas pardonné à tout l'univers. On passe d'un concept à un autre. Et pardonner à tout l'univers, ça veut dire commencer par soi-même. On ne peut pas être en bonne santé si l'on n'a pas trouvé sa place, sa voie de service. Mère Teresa, elle n'était pas malade, hein, et Sœur Manuel, des gens qui se consacrent au service ne sont pas malades, enfin, sauf exception, bien sûr, mais je veux dire, lorsque vous êtes porté par une passion, lorsque vous êtes dans le service des intéressés, eh bien, je peux vous assurer que votre santé va s'améliorer. Sauf si à côté de ça, vous faites quand même, vous vivez n'importe comment, que vous fumez, que vous buvez de l'alcool, que vous mangez n'importe quoi, bien sûr, bien sûr. Mais cette dimension qui est spirituelle, parce que tout est spirituel de toute façon, l'esprit est en tout, tout est esprit, est fondamentale pour arriver à vivre un plein épanouissement de tous vos corps physiques, émotionnel ou astral pour les ésotéristes, physique, émotionnel, astral, mental et toutes les dimensions spirituelles qui sont au-delà. Et donc, savoir se situer dans l'univers, savoir pardonner, savoir servir, savoir gérer ses émotions avec des pratiques gratuites, très simples, comme par exemple pour les émotions, la méthode EFT, Emotional Freedom Technique, la technique de libération des émotions, savoir bénir. Et là c'est dommage que je n'ai pas un diaporama, mais bon, vous le trouverez sur Internet ou dans le PowerPoint que je vous enverrai. J'aimerais vous recommander le livre d'un ami très cher, qui en a écrit beaucoup d'autres, mais qui est mal traduit en français, enfin le titre est mal traduit parce qu'il n'est pas explicite. C'est sur l'art de bénir. Qui a entendu parler de Pierre Pradervan? Pierre Pradervan du site Vivre Autrement. C'est quelqu'un qui depuis 30 ans, ça fait très longtemps que je le suis, fait des choses formidables. Il est discret, il n'est pas très médiatisé, c'est un Suisse, hein, vivreautrement.ch. Il a écrit un livre sur l'art de bénir. Les Américains l'ont bien traduit parce qu'ils l'ont traduit The Art of Blessing, the Gentle Art of Blessing, l'art de bénir. L'éditeur français a eu peur d'utiliser le mot bénir, bénédiction, c'est très connoté chez nous, vous voyez. L'art de bénir, c'est simplement la capacité à envoyer de l'amour sur ce qui est et sur ce que vous ne pouvez pas changer. Aujourd'hui, les événements géopolitiques, sociaux que nous connaissons peuvent évoquer, c'est ça le challenge, peuvent évoquer en nous une réponse de violence, de vengeance, de retaliation, comme on dit, oui,
de vengeance. Ce serait vraiment tomber dans le piège. Parce que la meilleure façon, et la seule façon de changer le monde, c'est par l'amour. La violence s'auto-perpétue. L'amour l'amour purifie, je l'ai dit au début. L'amour régénère, l'amour transforme. Et donc, il y a une méthode qui... Pardon, transmute, merci, oui, effectivement, transmutation des énergies. Il y a une méthode qui est également gratuite, qui est d'une puissance formidable et que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est Ho'oponopono. Voilà. Bizarre, c'est un mot polynésien, hein. H-O apostrophe Ho'oponopono, comme ça se prononce, qui vous permet de développer cette capacité à projeter sur le monde, sur les gens, sur des gens avec qui vous avez eu des problèmes, ou des gens dont le comportement vous gêne, ou vous indispose, ou des gens dont vous croyez qu'ils vous font du mal. En fait, bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça, à des niveaux subtils. Vous voyez, il se passe des choses, il y a des questions karmiques, mais en tout cas, tout cela est solutionnable par cette pratique, Ho'oponopono, projeter l'amour, envoyer. Vous savez que si on fait pousser des plantes, allez, je vais vous donner une expérience, mais ça vous le savez, vous mettez deux plantes identiques, issues de graines semblables, dans deux pots semblables, vous les arrosez de la même façon, avec le même éclairage, la même température, mais sur un pot, sur un de ces deux pots, vous mettez l'étiquette N. Et sur l'autre pot, vous collez une étiquette amour. Eh bien, la plante où il y a simplement cette étiquette en papier avec le mot amour va se développer de façon extraordinaire et l'autre va dépérir. Mais ça se démontre avec les pratiques de la kinésiologie, hein, le test musculaire. Faites le test musculaire. Qui connaît la kinésiologie un petit peu quand même, vous avez entendu parler, ce sont des choses passionnantes. Ce sont des tests où il faut être deux pour faire ça. Il y a un ami qui vous tient le bras. Bon, le bras, vous mettez sur votre cœur une étiquette avec un mot, quelque chose, vous écrivez haine, envie, jalousie, des émotions qui rendent malade, qui abaissent votre énergie. Votre test va être faible. Et vous mettez le mot amour, partage, bienveillance, et vous allez réagir fort. Et ça, c'est tout à fait, ça dépasse votre niveau mental, hein. C'est vraiment un test, c'est très intéressant tout ça. Je peux vous donner d'autres expériences. Dans un laboratoire, un laborantin faisait tomber des crevettes vivantes dans de l'eau bouillante. Et à côté, ils avaient mis des plantes avec des électrodes. Ils avaient analysé la réaction des plantes. Chaque fois qu'une crevette tombait dans l'eau bouillante, la plante réagissait. On ne peut pas dire qu'elle souffrait, parce que la souffrance est humaine, mais elle réagissait à des niveaux énergétiques, vibratoires. Mais ce qui est le plus passionnant, c'est que les plantes réagissaient lorsque le laborantin prenait la décision de tuer une crevette. La pensée. L'innocuité est un des outils de santé les plus extraordinaires. Et l'innocuité s'applique à 3 niveaux: les pensées, les paroles et les actions. L'innocuité, c'est l'art de ne pas faire de mal. Et ce qui est intéressant, c'est que plus vous allez vers des niveaux subtils de la réalité, plus vous atteignez des niveaux de puissance croissante. Par exemple, si je prends cette chaise et que je vous la casse sur la tête, je peux tuer une personne. Je peux tuer une personne. Mais si j'agis au niveau moléculaire et atomique de cette chaise, je peux créer une bombe atomique. Et là, ce n'est pas une personne que je vais tuer, c'est une ville entière. Plus, je répète, plus on va vers des niveaux subtils de la réalité, plus on atteint des niveaux de puissance croissante et extraordinaire. Donc, l'action, c'était bien d'être dans l'innocuité, dans l'action. C'est bien de l'être dans la parole, c'est plus subtil, la parole. Oui. Mais la pensée,
chacune de vos pensées rejaillit sur l'univers tout entier. Et donc, je vous encourage à cultiver ce qu'on appelle la pensée positive, la pensée créatrice. J'avais 18 ans, j'étais en Amérique. Ça m'est passé des choses dans ma vie à 18 ans, c'est vrai. Non, j'avais pas 18 ans, là j'avais déjà 22, 23 ans. Je traînais dans des librairies d'occasion et j'ai découvert des livres extraordinaires qui parlaient de la puissance de la pensée, les Napoleon Hill, les Joseph Murphy, tous ces grands auteurs américains, je les ai découverts, les Wayne Dyer, les Louise Hay, qui sont maintenant traduits en anglais. Et je peux vous dire une chose, à cette époque-là, donc il y a plus de 40 ans, je me suis donné, je me suis écrit, et j'ai appris par cœur, des phrases. 40 ans plus tard, je suis devenu exactement ce que ces phrases définissaient. Je répète, notre subconscient est un disque dur. Si vous avez peur du cancer toute votre vie, vous allez développer un cancer. Et c'est pour ça, ne dites jamais à vos enfants, fais attention, tu vas tomber. Mais non, non, jamais, jamais. Toujours des phrases négatives je vois des gosses qui grandissent toute leur vie dans un environnement comme ça. C'est terrible. Bien, moi, j'ai décidé de mettre en pratique, j'étais très jeune, de mettre en pratique ces méthodes-là, et ça fait donc 40 ans que je répète ces phrases mentalement, que je sois au volant, que je sois au lit, avant de dormir, en me réveillant, ou au bureau. Dès que hop, je me branche mentalement là-dessus, j'ai un petit moment, hop, je me les récite comme des mantras. Je suis devenu exactement tout ce que ces phrases définissent. Donc le pouvoir de la pensée humaine est extraordinaire. Et là, je vous renvoie à quelqu'un qui, chez nous, est trop souvent moqué, Émile Coué. Émile Coué, c'est un génie universel. Aujourd'hui, la méthode Coué est devenue synonyme de rigolade, de fantaisie, de plaisanterie, d'illusion. La méthode Coué, c'est la chose la plus puissante qui existe. Et ce n'est qu'après, parce que moi, à l'époque, à mon âge, à 22 ans, j'avais jamais entendu parler de Coué. Et j'ai découvert que tous ces Américains dont je découvrais des livres étaient des disciples un petit peu, s'étaient inspirés d'Émile Coué. Émile Coué, c'est le pionnier mondial de la pensée positive. Émile Coué, il a dit, il a proposé une phrase que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est, moi je l'utilise en anglais, c'est à tout point de vue, à tous égards, voilà, je vais de mieux en mieux. Ouais. I get better and better. Je préfère l'anglais. Parce que to get better and better, c'est non seulement aller de mieux en mieux, mais être meilleur et meilleur. To get better, to become better, devenir meilleur. Et puis je m'en suis fait pour ma santé, je m'en suis fait pour mes défauts, je me suis fait des phrases. Chacun doit se faire ses petites phrases. Vous en trouverez plein sur Internet, des phrases d'inspiration qui deviennent des mantras que vous allez vous répéter et ce qui est à l'extérieur est à l'image de ce qui est à l'intérieur. Tous les grands philosophes le disent, les grands sages le disent. Bien sûr, la guérison va partir de l'intérieur. Vous allez cesser d'aller chercher des solutions auprès de gens qui sont censés les détenir, c'est ce qui est une illusion, bien sûr. Personne, rien ni personne ne vous guérira jamais. Seule la vie peut vous guérir, seule la force de vie peut vous guérir. Et donc, avec tous les éléments, toutes les clés que je vous ai données ce soir, vous avez tout un éventail de pratiques simples, universelles, qui vont rien vous coûter et qui vont vous faire avancer à grands pas vers l'épanouissement, vers l'harmonie, vers la santé, vers la joie, en fait, avec un grand J. Et je terminerai en disant une phrase qui me plaît beaucoup.
une des causes majeures de malheur aujourd'hui, de misère existentielle et de maladie, c'est une inadéquation entre nos choix de vie et les aspirations de notre âme. Notre âme frappe à notre porte. Au fil des incarnations, notre âme frappe à notre porte. Et elle est patiente. Il n'y a rien de plus patient que notre âme. Attention, nous ne sommes pas des êtres humains qui ont une âme. Nous sommes une âme qui s'exprime et qui évolue à travers de multiples incarnations. Et donc, à un moment donné d'une vie ou une autre, sur ce très long chemin évolutif que nous parcourons tous au fil de milliers d'incarnations, eh bien, il viendra toujours un moment où l'être humain ou la personnalité en incarnation aura envie de se reconnecter à sa source. C'est là que certains ont envie de pratiquer la méditation, de faire un peu d'introspection, de revenir sur soi et d'observer nos processus mentaux, émotionnels, etc. Et donc, je vous encourage également, si tant est que votre âme frappe consciemment à la porte de votre conscience, à pratiquer une technique de méditation ou une autre. Il en existe beaucoup. On parle beaucoup de méditation de pleine conscience, c'est très bien. Moi, personnellement, je vous l'ai dit, j'ai été initié à la méditation transcendantale il y a des années. Mais aujourd'hui, je pratique la méditation de transmission. Il y a beaucoup de groupes à Paris, c'est une méditation de groupe. Vous trouverez toutes les références sur le site partageinternational.org. C'est une méditation qui est gratuite, qui est universelle, qui est anonyme. On ne vous demande pas de vous inscrire, vous rentrez, vous sortez, vous méditez, c'est tout, on ne vous demande rien. On ne veut pas savoir votre nom, votre métier, rien du tout. C'est formidable, il y a des groupes partout dans le monde, c'est une méditation de service. Il y a même un livre là-dessus, sur la méditation de transmission. Je l'ai dans le diaporama que je vous enverrai. Et donc, je répète cette phrase qui est très belle. La principale source de santé et de misère, c'est une inadéquation entre les choix de vie que nous faisons au quotidien et les aspirations de notre âme. Parce que notre âme, elle est divine. Et son but ultime, c'est de diviniser la matière que nous sommes, c'est de diviniser son véhicule physique au fil de multiples incarnations. Et tant que nous n'avons pas atteint ce but, forcément, nous sommes amenés à nous réincarner de force, jusqu'à ce que nous n'en ayons plus besoin. Et là, ce sera le sujet d'une autre conférence. Écoutez, je vais vous remercier infiniment. Je ne sais pas s'il y a le temps pour que vous posiez quelques questions. Merci beaucoup d'être venu et je vais vous laisser la parole. Merci de m'avoir écouté.